Radio Imo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier. En partenariat avec Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien, et bienici.com, le site immobilier nouvelle génération. Présenté par Guillaume Chazouillère et Sylvain Lévy-Valency. Eh bien bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous. Bienvenue sur Radio Imo pour ce premier grand rendez-vous, premier magazine qui s'appelle le grand rendez-vous de l'immobilier, qui a été construit en partenariat avec le magazine économique Capital et l'ensemble des équipes de Radio Imo. Celui par lequel d'ailleurs ce magazine a pu naître, c'est Guillaume Chazouillère. Comment ça va Guillaume ? Très bien Sylvain, bonjour Sylvain et bonjour à tous. Alors oui, que vous soyez propriétaire, locataire ou investisseur, nous allons tous les mois décortiquer durant environ 45 minutes ce qui fait l'actu de l'IMO. Zoomer sur les nouvelles réglementations, les nouvelles fiscalités, les aides qui vous concernent au quotidien, sans oublier de vous livrer tout un tas de conseils pratiques afin de vous guider dans vos projets. Alors au sommaire de ce premier grand rendez-vous de l'immobilier, chers amis, notre invité du jour, notre grand témoin, c'est Jean-Marc Torolion, Guillaume. Président de la FNAIM, avec lui nous décortiquerons la toute nouvelle loi Elan et la manière dont elle peut impacter notre quotidien. Alors si je vous disais Guillaume, c'est pas Euro, chers amis, c'est pas Euro, non, c'est Henri Buzicazo. Notre chroniqueur Henri Buzicazo livrera son coup de gueule. Reportage ensuite avec la Fondation Abbé Pierre qui dénonce le manque de moyens pour lutter contre les marchands de sommeil. Et puis, nous terminerons par notre dernière séquence Ça vous concerne, où des experts, avocats, notaires, agents immobiliers viendront répondre à vos questions, chers auditeurs. Oui, vous donnez tous les trucs et les bons tuyaux, ça c'est le but du grand rendez-vous de l'immobilier, c'est parti. C'est la première et c'est pour vous. Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin. Et le grand rendez-vous de l'immobilier, ça continue et nous accueillons pour ce premier numéro quelqu'un qu'on connaît bien sur Radio Imo puisqu'il anime une tribune chaque mois qui s'appelle Passion Logement. C'est animé par le président de la FNAIM qui a d'ailleurs pris ses fonctions au 1er janvier 2018. C'est Jean-Marc Torolion. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce premier numéro et vous allez passer sous le feu des questions d'actualité qui intéressent le grand public et on va commencer par vous Guillaume. Oui, Jean-Marc Torolion, bonjour. Bonjour. Le président Emmanuel Macron vient de faire passer sa première grande loi sur le logement, la loi Elan. On nous avait promis de créer un choc d'offres pour faire baisser les prix. Alors, est-ce que les mesures sont à la hauteur des enjeux ? Moi, je crois qu'on se fourvoie toujours quand on imagine un instant sur une valeur aussi, peu liquide et sur un marché qui a quand même globalement une grosse inertie. On se fourvoie quand on pense que du jour au lendemain, on va faire un choc d'offres. Je pense que les mesures qui sont contenues dans la loi Elan vont contribuer assurément par la simplification, par le fait aussi qu'on va diminuer les recours, par le fait que l'on peut convertir aussi des immeubles de bureaux plus facilement en logement, par le fait qu'un certain nombre de mesures avec les ABF, avec la norme handicapée, toutefois il y a quand même un recours, mais il y a tout un ensemble effectivement qui contribue à dire on veut fluidifier le marché de la production de logements et de ce point de vue-là, ce texte va y contribuer. Mais on sait très bien que le résultat c'est dans 2 ans. On sait très bien qu'on ne peut pas débloquer comme ça du jour au lendemain des projets. Il y a une inertie. Concernant le secteur privé existant, peu de choses en réalité. Il y a un bail mobilité sur lequel on reviendra sans doute. On en reparlera tout à l'heure. Voilà, mais il y a, je pense, un vrai langage de confiance à redonner à l'ensemble du secteur privé concernant le logement existant et tout particulièrement les bailleurs. Donc des mesures gadgets. Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont traités au fond. Et on sait que quand on traite des sujets au fond sur un marché tel que le nôtre, un marché de la production, eh bien, c'est lié à cette activité-là. Il y a forcément une inertie dans le résultat. Il faut être patient. Ça faisait des années que les professionnels de l'immobilier appelaient à geler les normes et on en a attaqué une belle norme. C'est la norme handicapée. Elle a fait couler beaucoup d'encre, celle-ci. On va passer de 100% de normes handicapées à 20% de normes handicapées. Ça aussi, c'est une mesure... Moi, je le soutiens totalement. Je le soutiens totalement. Pourquoi ? Parce que, en fait, on passe du tout adapté au tout adaptable. Et puis, avec une partie qui sera effectivement destinée à nos concitoyens qui relèvent d'un handicap. Mais... Je pense qu'il est très important pour la majorité des Français d'abaisser les coûts de construction. On sait que les normes y participent grandement. Il est paradoxal, si vous voulez, qu'en qualité de syndic de copropriété aujourd'hui, les immeubles neufs que vous gérez coûtent très cher en charge.
Tout ça, c'est le résultat d'une addition, certes, d'équipements collectifs, mais aussi d'un ensemble de normes, de contrats d'entretien. Tout ça contribue finalement au coût global du logement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de normes. L'exemple de Marseille avec un immeuble qui s'écroule montre qu'à un moment donné, il faut quand même faire attention, bien évidemment. Mais encore une fois, il faut savoir raison garder, tout en n'ignorant pas qu'une partie des normes sont aussi le fruit de certains acteurs qui contribuent aussi à renchérir des coûts pour des questions de marché. Et je crois que même vis-à-vis de ces acteurs-là, il faut mettre un frein et faire en sorte qu'on soit... Quels acteurs vous visez ? Je pense, un des plus grands exemples qu'on peut citer, c'est les ascenseurs dans les immeubles anciens, où manifestement, il y a quand même eu, on y est revenu, mais j'allais dire un pic de demande lié à la mise aux normes qui était fort malvenu pour les copropriétaires. Je pense aussi à certaines normes d'électricité qui changent à tout bout de champ, avec des suréquipements par certains côtés. Je pense également à certaines normes en termes d'espace qui, à mon sens, ont un coût réel pour les promoteurs. Alors justement, je voudrais qu'on garde un petit peu le trait sur la norme. On l'a vu effectivement, cet événement dramatique à Marseille, dont on connaissait déjà l'existence. C'est-à-dire qu'il y avait des mises en péril des immeubles. Oui. Alors ça met l'accent sur un point majeur, qui est la rénovation du bâti. Et pas uniquement la rénovation énergétique dont on parle. En fait, le gros chantier de demain, c'est pas forcément uniquement le neuf, c'est aussi la transformation du parc existant. Donc, qu'on appelle la promotion-rénovation. Est-ce qu'aujourd'hui, quels seraient, selon vous, les bons axes de langage aux particuliers pour qu'ils prennent conscience que l'investissement sur la rénovation de leurs biens est un élément de valeur d'actif qui va effectivement être la transition. Parce que certains font le lien entre la promotion-rénovation ou la rénovation de leurs biens vers aussi la rénovation énergétique, qui est l'enjeu majeur aujourd'hui. Quand on a fait notre conférence de presse au 30 juin, on a amené une étude qui était extrêmement intéressante. On a pointé du doigt une accélération de la vacance d'un certain nombre de logements en France, accélération depuis 10 ans, de l'ordre de 100 000 logements vacants de plus par an en France. Ces 100 000 logements, il ne faut pas se tromper. C'est ces 100 000 logements qui se trouvent brutalement déclassés et sur une pente irréversible par rapport au fait qu'ils soient maintenus sur le marché. Et c'est là... Mais attendez, la question c'est quoi alors ? C'est on détruit, on reconstruit, ou est-ce qu'on rénove ? Parce qu'il y a un enjeu majeur. C'est quoi le bon discours ? Et c'est là où j'allais dire, je veux en venir. C'est qu'à partir d'un certain moment, il n'y a même plus de notion de préservation de patrimoine parce que ce patrimoine a franchi, j'allais dire, un moment irréversible dans sa rénovation. Donc, c'est le point de non-retour. C'est le point de non-retour. Alors, on ne peut plus rénover. On le voit dans certaines petites villes. En réalité, le coût de rénovation n'a plus de pertinence au regard de la valeur de sortie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut effectivement se rendre propriétaire de ces ensembles immobiliers et restituer le terrain à une forme de promotion. Mais si je suis votre raisonnement, c'est donc un élément qui est lié à la pression foncière qui permettrait effectivement d'augmenter le volume de logements disponibles, puisque c'est un vrai sujet aussi. Donc ce n'est pas uniquement les friches foncières qui sont disponibles aujourd'hui, c'est aussi la transformation du bâti. C'est bien ça ? Absolument, mais les civilisations occidentales ont toujours reconstruit la ville sur la ville. Je pense que dans la loi Elan, le fait d'avoir un peu circonscrit les pouvoirs des ABF n'est pas innocent. Et j'en avais discuté d'ailleurs directement avec M. Mézard à l'époque, l'ancien ministre du Logement. C'est-à-dire que l'idée, c'est bien aussi qu'il ne faut pas figer nos villes. Il ne faut pas en faire des villes forcément musées. Bien sûr qu'on a tout intérêt à préserver un certain nombre de monuments, de perspectives, mais il ne faut pas en faire des villes musées. Et à un moment donné, il faut savoir reconstruire. Voilà. Ceci étant, sur le patrimoine existant, je fustige tous les langages qui consiste à stigmatiser des patrimoines. Vous savez que je suis contre le vocabulaire passoire énergétique, poubelle énergétique, qui est le pire des vocabulaires que j'ai entendus. On ne stigmatise pas l'actif patrimonial d'un Français qui fait ce qu'il peut derrière avec les moyens qu'il a. Alors j'aimerais revenir sur des mesures qui sont contenues dans la loi Elan. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le bail mobilité, c'est un nouveau bail de 1 à 10 mois. On se demande à quoi ça sert. Est-ce que vous trouvez un intérêt, vous, pour les bailleurs et même pour les locataires ? On l'a soutenu, d'autant qu'on a contribué largement avec 3 amendements à ce qu'il soit, à mon avis, techniquement utilisable. Moi, il y a 2 choses qui m'interpellent dans le bail mobilité. 1, il y a le terme mobilité, et 2, il y a la nature du bail, si vous le voulez bien. Mobilité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, ce gouvernement reconnaît que le principal facteur de mobilité résidentielle en France, c'est le parc privé locatif.
Et donc derrière ce bail mobilité et le fait qu'on s'adresse au parc privé locatif, c'est pour moi un signe et aussi un paradoxe par rapport à ce que ce gouvernement a pu dire sur le parc privé précédemment. Donc nous le soutenons. Ceci étant, il pose un problème de fond. Vous savez que le bail mobilité n'est pas soumis à une autorisation de changement d'usage. C'est un amendement d'ailleurs que c'est nous qui l'avons fait passer parce que techniquement sinon il n'aurait eu aucun débouché en zone tendue. Et donc, la vraie question qu'on doit se poser, c'est... Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque vous... Pas d'autorisation de changement d'usage, c'est technique, d'expliquer ça. à nos auditeurs... Ça veut dire que lorsque vous êtes propriétaire d'un bien dans une ville qui est en zone tendue, en particulier à Paris, le fait d'utiliser cet instrument juridique qui est le bail mobilité vous dispense de toute autorisation de changement d'usage, c'est-à-dire de partir un bureau, par exemple, qui deviendrait... d'un logement vide vers un logement meublé. Ah, puisque d'accord. vous savez que la nature de cette activité est différente. Elle est aujourd'hui soumise à autorisation, sauf si vous utilisez l'instrument du bail mobilité. Et là, on voit bien que la volonté, elle est d'amener une partie du parc privé locatif. C'est pas un bail Airbnb, par exemple? Alors, c'est surtout une sortie Airbnb. je vous taquine. C'est une sortie Airbnb, en fait. Au-delà de 120 jours, je peux faire un bail mobilité. Je pense qu'il y avait... je vous taquinais là-dessus. Oui, je vois bien. Mais on pourra y revenir. Mais voilà, donc ce qui est intéressant, c'est ça. Et donc, et c'est aussi le fait que finalement, on voudrait convertir une partie du parc privé à usage de meublé. Alors, on va vous titiller un peu. L'encadrement des loyers, il est dans la loi Elan. Il fait son grand retour. Vous avez été vent debout pendant des années là-dessus. Même Emmanuel Macron, a priori, s'y est rangé. On peut s'attendre à ce que des communes le remettent en place, finalement. Est-ce que ce n'est pas nécessaire? Et ce, malgré la décision du Conseil d'État, quand même. Écoutez, ce gouvernement a été très habile parce qu'en réalité, il a renvoyé la responsabilité de l'encadrement des loyers aux élus locaux concernés, notamment aux 27 zones tendues, l'ayant subordonné toutefois à ce qu'il y ait un observatoire agréé au préalable, donc c'est ce qu'il faut construire, étant entendu que l'observatoire agréé, le fait qu'on puisse observer les loyers et que cet observatoire existe, n'engendrera pas automatiquement l'encadrement. Et puisqu'on s'adresse au grand public, il faut bien comprendre que l'encadrement des loyers, c'est la confiscation de l'épargne de ceux qui ont choisi de confier leur épargne à l'immobilier, d'avoir cette source de revenus. Je rappelle que dans les bailleurs, il y a beaucoup de retraités quand même, et qu'il y en a quand même 25% qui sont non imposables. L'encadrement des loyers, nous le combattrons localement, nous en avons les moyens, nous le combattrons par la pédagogie, nous le combattrons par notre connaissance du marché, et nous le combattrons le cas échéant judiciairement si les conditions légales ne sont pas remplies. Mais je crois que c'est un très mauvais signal, et j'ai peur que certains maires l'utilisent plus en marqueur politique qu'en utilité économique, et ce qui serait fâcheux. Merci beaucoup Jean-Marc Torolion d'avoir répondu à nos questions, mais vous restez avec nous, puisqu'on vous a préparé quelque chose. On va vous demander de répondre à une question importante dans notre prochaine séquence qui s'appelle Polémique Immo. On se retrouve tout de suite après ça. Avec Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Et si on réinventait la recherche immobilière? Avec bienici.com, explorez votre futur quartier et trouvez toutes les annonces qui correspondent à vos envies. Bienici.com, la meilleure façon de trouver votre futur logement. Le grand rendez-vous de l'immobilier, Guillaume Chazouillère, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, c'est le moment de retrouver Polémique Immo. Et oui, dans notre grand rendez-vous de l'immobilier chaque mois, on enregistre une question ou une personne vient même directement sur le plateau. Et cette fois-ci, Jean-Marc Torolion, vous qui êtes notre invité du jour, on a demandé à quelqu'un de vous poser une question, n'est-ce pas Guillaume? Oui, Jean-Marc Torolion, vous allez répondre à David Rodriguez, juriste à la CLCV. La profession d'agent immobilier peine à être régulée, il le regrette. On l'écoute tout de suite. Bonjour Monsieur Torolion, bonjour Guillaume, bonjour Sylvain. Alors comme vous le savez, la loi Allure en 2014 a créé une commission de contrôle chargée précisément de contrôler et de sanctionner la bonne application des règles de déontologie de la part des professionnels de l'immobilier. Et malheureusement, cette commission a été en quelque sorte tuée par la loi Elan, de sorte qu'il n'est plus possible de sanctionner effectivement un professionnel. Est-ce que vous ne pensez pas que cette disparition va encore éloigner davantage le consommateur des professionnels? Est-ce que cela ne va pas nuire un petit peu à leur réputation? Est-ce que ce n'est pas une occasion manquée en quelque sorte? Alors, on va vous demander votre réaction, Jean-Marc Torolion, en quelques minutes. La question elle a le mérite d'être clairement posée. Absolument, et je salue Monsieur Rodriguez, avec qui, par ailleurs, nous collaborons très correctement. Je le rassure, le CNTJI, qui est issu de la loi Elan, me semble pourtant une bonne formule.
Et je lui fais remarquer d'ailleurs qu'on revient de loin, puisque dans le texte initial et à l'issue du vote du Parlement, le CNTGI était véritablement réduit à sa portion congrue. Et je le dis très franchement et très honnêtement, c'est le fruit de la Fédération nationale de l'immobilier et de son lobbying qui est aujourd'hui le résultat de la loi Elan tel qu'il est issu de la CMP. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on a deux choses fondamentales. Premièrement, on a la protection du titre d'agent immobilier, d'administrateur de biens et de syndic de copropriété avec, des sanctions pénales à la clé dès lors que ceux qui l'utiliseraient ne seraient pas titulaires d'une carte professionnelle. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est extrêmement puissant comme levier pour les syndicats professionnels pour réordonnancer la profession. Et rien qu'à la Fédération nationale de l'immobilier, j'ai un budget de 100 000 € d'avocats qui est de côté pour faire respecter notre réglementation. Mais à côté de ça, le CNTGI, tel qu'il est issu de la loi Elan, c'est le fruit très exactement de notre collaboration avec le gouvernement et le Sénat. Et il en ressort quoi ? Sans pouvoir de sanction. Sans pouvoir de sanction. C'est ça que précise David Rodriguez. Donc, arrive. Coquille vide, en fait. J'y arrive. Il en ressort quoi ? D'abord, il en ressort qu'on a réintroduit la déontologie et l'éthique au sein de sa compétence. Indépendamment de la copropriété, ce n'est pas le sujet. Il en ressort également qu'on a institué dans ce texte une commission de contrôle. Je fais remarquer à M. Rodriguez que dans cette commission de contrôle, il y a un nombre de représentants entre les associations de consommateurs et les professionnels absolument égal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Et l'idée de cette commission de contrôle, c'est qu'elle se saisisse des sujets ou qu'elle instruise, en fait, les dérapages constatés sur le terrain ou les demandes qui pourraient être faites très directement au CNTGI, que ce soit par les associations de consommateurs, comme par d'ailleurs les syndicats professionnels. Je ne serais pas surpris que les premières demandes, d'ailleurs, viennent des syndicats professionnels, avec un pouvoir d'alerte direct auprès de l'État, en fait, avec une capacité de saisine, soyons clairs, de la DGCCRF très directement. Donc, entre un titre protégé sur lequel les syndicats professionnels vont véritablement veiller et réordonnancer la profession et clarifier vis-à-vis du consommateur. Un CNTGI où la notion de commission de contrôle est véritablement introduite avec la déontologie qui fait partie de son domaine de compétence. Eh bien, M. Rodriguez, il ne dépendra que de nous, que de vous, que de faire en sorte que ce CNTGI, en réalité, avec son futur président, soit l'instrument que nous souhaitons tous, en réalité, c'est-à-dire qu'il incarne les intérêts des consommateurs, la valeur de nos entreprises et le professionnalisme. Merci beaucoup Jean-Marc Torolion. La question était clairement posée et je pense que la réponse était tout aussi claire. Merci beaucoup. Merci. Vous restez toujours avec nous, bien évidemment. Et on va tout de suite passer à la séquence pour écouter quelqu'un qu'on aime bien. On appelle ça le coup de gueule d'Henri. On a fait le Z comme Buzicazo, ça lui fera plaisir. On retrouve tout de suite Henri Buzicazo. Radio Imo, Capital, le grand rendez-vous de l'immobilier. Eh bien, on va se retrouver on vous l'a dit tout à l'heure, pour le coup de gueule d'Henri, qui va nous livrer ses humeurs, Henri Buzicazo, chaque mois, sur ce grand rendez-vous de l'immobilier qui est fait avec Radio Imo et Capital. Parlez-nous un petit peu d'Henri Buzicazo, Guillaume. Oui, Sylvain, Henri Buzicazo, c'est une figure du secteur, président de l'Institut du management des services immobiliers et chroniqueur depuis longue date pour Capital et pour Radio Imo. Alors, il nous livrera chaque mois son coup de gueule. Aujourd'hui, un sujet le titille, la suppression de la taxe d'habitation, promesse de campagne du candidat Macron, tourne au casse-tête pour le gouvernement. On l'écoute tout de suite. Je salue les auditeurs de Radio Imo. Je vais vous raconter, à l'approche de Noël, l'histoire d'un cadeau qui coûte cher aux Français. Emmanuel Macron, incontestablement, a été élu pour de bonnes raisons, parce qu'il était un homme de changement, un réformateur, qu'il cassait les codes. Et puis aussi, et tous les candidats avant lui ont eu comme ça un atout dans la manche, parce qu'il est arrivé avec un cadeau. Un cadeau qui venait resolvabiliser les ménages français, le cadeau de la taxe d'habitation. Alors, je vous rappelle que dans un premier temps, pendant la campagne, on a annoncé que 80% des ménages allaient voir leur taxe d'habitation supprimée. Et puis, quelques mois plus tard, le président élu
sans doute aussi parce qu'il avait fait cette promesse, a dit que 100% des Français, au passage, constitutionnellement, il paraissait difficile d'ailleurs de distinguer entre ceux qui avaient droit au cadeau et les autres. Hein. En tout cas, on a fini par dire tous les Français vont être exonérés de taxes d'habitation. Jusque-là, et on est parti en vacances en juillet ou en août avec cette idée-là, on était tous très contents. Sauf que les estimations de ce cadeau, et puis ceux qui le faisaient vraiment, posent problème. Pendant la campagne, on est arrivé à 8 milliards de coûts pour la collectivité. On est passé très vite après l'élection à 14 milliards, à 16 milliards. Aujourd'hui, pour 80% des Français, pas 100%, on est à 26 milliards et demi. Alors déjà, petit problème d'approximation. Deuxièmement, qui fait le cadeau ? Mais ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas l'État, ce sont les collectivités locales, c'est-à-dire les communes, qui étaient destinataires. Et là, les ennuis commencent. Aujourd'hui, comment va-t-on financer ça ? On ne le sait pas. Les maires ne le savent pas, moyennant quoi ceux qui ont pu le faire ont augmenté à la sauvette les taux, et il y a des ménages qui se retrouvent à payer plus cher alors qu'ils attendaient une exonération. On s'attend à une augmentation de la taxe foncière, l'autre taxe qui pèse sur les propriétaires, parce qu'il va falloir que les communes trouvent l'argent quelque part. On s'attend à un transfert de TVA vers les départements, puisque ce sont les départements qui feraient passer la taxe foncière vers les communes. Bref, c'est quand même l'impéritie totale, pour le dire plus simplement, le grand n'importe quoi. Et dernier préjudice, les maires, dans l'intervalle, ne signent plus les permis de construire parce qu'ils ne savent pas s'ils auront l'argent pour financer les services qui doivent forcément accompagner des immeubles qui sortent de terre et des ménages qui arrivent. Voilà, c'est l'histoire d'un cadeau fait par un président de la République et qui va coûter peut-être fort cher aux Français, en tout cas qui nous enlève toute visibilité sur le statut de propriétaire et ce qui peut s'en suivre. Merci beaucoup Henri Buzicazo, qui a d'ailleurs enregistré ce billet, puisqu'il n'a pas pu être présent parmi nous. Donc merci à lui. Vous croyez au Père Noël, Jean-Marc Torolian ? Moi, j'ai toujours soutenu cette mesure. Je pense que dans un pays qui est drogué à la puissance publique, à la dépense publique, annoncer une suppression d'impôts, c'est toujours très courageux, c'est jamais facile. Ceci étant, il ne faut jamais oublier que la décentralisation a été assise essentiellement, effectivement, sur l'immobilier dans son financement. Et qu'aujourd'hui s'ouvre aussi une séquence sur la refonte de la fiscalité locale. Et elle est importante, cette réforme. Elle est déterminante. Moi, je fais remarquer que la suppression de la taxe d'habitation, c'est bien pour les locataires. D'ailleurs, ça rend très compétitif, à mon avis, en France, le statut de locataire. Ça pourrait mériter d'autres évolutions. Et je pense aussi qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a quand même un rééquilibrage de la fiscalité à avoir. Je vous donne un exemple. Dans des communes où vous avez un nombre de logements sociaux, parfois 40-45% de logement social, la taxe foncière est insupportable pour les propriétaires parce que l'assiette est réduite aux propriétaires occupants. Il y a donc à se reposer la question du financement du logement social des collectivités territoriales dans la mesure même où naturellement les populations qui occupent les logements sociaux sont consommateurs au même titre que d'autres et fort légitimement de services locaux. Donc je souhaiterais ne pas le poser en termes de polémique, je souhaiterais le poser en termes de refonte effectivement de la fiscalité locale, étant entendu que un impôt de moins sur la détention de l'immobilier ou l'occupation de l'immobilier pour les Français, c'est toujours une bonne nouvelle. Merci beaucoup Jean-Marc Torolian. On va enchaîner tout de suite. Le grand rendez-vous de l'immobilier, Guillaume Chazouillère, Sylvain Lévy-Valency. Dans le grand rendez-vous de l'immobilier, chaque mois, on va tâcher de vous faire connaître un certain nombre de sujets et on a envoyé un journaliste reporter et en images pour parler un petit peu d'un certain nombre de sujets, n'est-ce pas Guillaume ? Et là, pour le coup, on est allé, vous avez suivi Éric Constantin, le directeur de l'agence Île-de-France de la Fondation Abbé Pierre. Oui, Sylvain, nous sommes allés avec lui dans le 14e arrondissement de Paris. Nous sommes penchés sur un fléau, les marchands de sommeil. On écoute. On se trouve ici, avenue Jean Moulin, dans le 14e arrondissement à Paris, devant cet immeuble de 4 étages où il y a à peu près un an, un locataire est venu nous voir à la Fondation Abbé Pierre pour se plaindre des conditions de logement. Et c'est là qu'on a découvert au 4e étage 10 chambres de 1 mètre carré à 6 mètres carrés habitables. On estime, puisqu'on n'a que des estimations, on estime qu'il y a à peu près en Ile-de-France 1,3 million de logements de mauvaise ou de moins bonne de qualité moyenne. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont tous indignes. D'autres statistiques publiques
nous parle de 170 000 logements du parc privé potentiellement indignes, donc 170 000 logements en Ile-de-France. Et parmi ces logements, vous allez avoir des locaux impropres à l'habitation parce qu'ils sont tout petits, des locaux qui présentent des logements qui présentent des risques pour la santé des occupants, ou des abris de jardin, des sous-sols aménagés. Le problème aujourd'hui pour lutter contre ces logements, ces micro-logements ou ces logements indignes, c'est au départ il faut qu'il y ait une plainte ou en tout cas un signalement du locataire auprès d'associations, des services des mairies. Et c'est ça le plus compliqué, c'est comment aujourd'hui on va aller vers ces personnes qui habitent dans ces conditions, comment on va les repérer. La loi Elan va permettre d'aller un peu plus loin sur la confiscation de biens, sur la pénalisation des propriétaires qu'on dénomme des marchands de sommeil. Mais ce qu'on dit nous au gouvernement, c'est que ce n'est pas suffisant. Il va falloir plus de moyens pour aller sur place, il va falloir plus de moyens pour mener les procédures juridiques, plus de moyens pour les collectivités, mais aussi pour, par exemple, pour la justice. Aujourd'hui, la justice, en Seine-Saint-Denis, vous avez à peu près 100 procédures pénales menées par le procureur sur son département. C'est beaucoup et en même temps c'est peu par rapport au parc potentiellement indigne de ce département, mais ils ne peuvent pas faire plus sans plus de moyens. Pour ce qui est des professionnels, des agents immobiliers, des professionnels de l'immobilier qui peuvent faire l'intermédiaire entre des propriétaires qui agissent ou qui ont des pratiques de marchands de sommeil et des occupants, c'est compliqué, j'allais dire, c'est pas la Fondation Abbé Pierre de juger si tel agent est complice. Ça sera le juge qui va décider de la responsabilité du propriétaire et de l'agent immobilier. Et il y a eu des décisions de justice qui engagent la responsabilité des agents immobiliers. J'ai fait l'expérience ce matin. Vous allez sur un site en Ile-de-France, vous allez avoir en vente 23 logements de 5 à 8 mètres carrés. 23 logements parce que c'est légal si vous les louez comme pied-à-terre ou comme bureau. Sauf l'agent immobilier donc, va proposer ces petites surfaces. Mais après, qu'est-ce qui se passe une fois que le bien est acheté? Qui va aller surveiller que ce logement, effectivement, que ce local, puisque ce n'est pas un logement, va bien servir de pied-à-terre ou de bureau? Alors, vous l'avez entendu, Jean-Marc Torolion, la Fondation Abbé Pierre évoque aussi la responsabilité des agents immobiliers qui mettent en vente des surfaces non conformes et qui pourront ensuite servir de logement. Alors, que faire pour lutter contre ce fléau des marchands de sommeil? Alors, ce qui est intéressant dans la remarque, c'est que en fait, il n'y a pas d'interdiction de mise en vente de ces superficies. Ce qui est dénoncé, c'est l'usage qui pourrait en être fait, un usage qui soit non conforme au décret sur la décence dès lors que l'on met ces biens en location. Moi, je pense qu'il faudrait, au moment de l'acte déjà, signifier une interdiction, qui est une interdiction en fait de mise en location dans le cadre de la loi de 89 ou d'ailleurs dans n'importe quel cadre, ou de conditionner en fait ces mises en location, ou éventuellement d'ailleurs peut-être signaler aux collectivités territoriales ces ventes puisqu'elles pourraient à ce moment-là les suivre. Il ne s'agit pas d'interdire des ventes puisque par définition, il y a un actif, on est propriétaire, il y a un acquéreur. Tout dépend naturellement de l'usage qu'il peut en faire. Il peut le garder à titre personnel. Plus généralement, moi j'ai proposé une implication très forte des professionnels. Je pars du principe que la loi Elan nous a accordé d'ailleurs une reconnaissance avec la protection du titre d'administrateur de biens, mais je pense que derrière cette idée-là, de la part du gouvernement, il y a aussi des obligations et des exigences. Ces obligations et ces exigences, c'est de porter des politiques. À partir du moment où vous êtes une profession réglementée, que l'État vous accorde une protection, il vous l'accorde, mais il doit vous la conditionner. Et moi, je suis preneur de ces conditions-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les professionnels de l'immobilier sont des filtres et à la fois des garants de l'application du droit. Et donc, naturellement, je n'ai aucun problème pour sanctionner des professionnels qui ne respecteraient pas les règles, mais j'ai aussi proposé d'aider les collectivités territoriales dans cette lutte. Ce qu'on appelle en interne une traxom. Traxom. Aussi bien les syndics de copropriété que les administrateurs de biens. Et pour des municipalités qui aujourd'hui doivent donner des autorisations préalables de mise en location ou réceptionner des déclarations préalables de mise en location gratuitement, parce que je ne vois pas pourquoi on créerait une vénalité de la mise en location, nous avons proposé que les professionnels puissent être le garant de l'intégralité du parc qu'ils gèrent vis-à-vis de l'application de la loi pour alléger les coûts et en même temps, j'allais dire, pour promouvoir le strict respect des réglementations. Après, malheureusement, on n'échappera pas au fait que sur, en particulier l'Île-de-France et Paris, on a une formidable concentration de la demande. C'est la première région économique de France, c'est le plus important parc immobilier, c'est la plus importante concentration d'entreprises. Et on en revient toujours à cette idée selon laquelle il faut que ce pays déconcentre
et équilibre ces territoires. Derrière l'équilibre des territoires, il y a forcément aussi équilibre des logements, équilibre de l'offre. Et c'est pour ça que nous nous battons contre l'ozonage. L'ozonage, pour moi, ne vient que stigmatiser les territoires. Donc, nous sommes naturellement en phase avec la Fondation Abbé Pierre et prêts à apporter notre contribution. Un devoir d'alerte aussi. Oui, Traxom, on l'a appelé Traxom. D'accord. Alors, un devoir d'alerte, c'est-à-dire que ça va plus loin, puisque quand on a interviewé Julien de Normandie sur le plateau de Radio Imo, il a dit j'ai une obligation de dénoncer, il a bien prononcé le nom, de dénoncer avec toute la symbolique que ça peut recouvrir. Apparemment, tous les professionnels sont d'accord sur l'idée, même si parfois la terminologie n'est pas toujours très appréciée. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Et si on réinventait la recherche immobilière ? Avec bienici.com, explorez votre futur quartier et trouvez toutes les annonces qui correspondent à vos envies. Bienici.com, la meilleure façon de trouver votre futur logement. Le grand rendez-vous de l'immobilier, Guillaume Chazouillère, Sylvain Lévy-Valency. Et dans le grand rendez-vous de l'immobilier, on s'intéresse aussi à l'immobilier des régions, de l'immobilier partout sur notre territoire. Et on va le faire chaque mois dans ce numéro du grand rendez-vous de l'immobilier avec David Benbassa, le directeur général de Bienici, le portail d'annonces immobilières qu'il faut utiliser si on veut bien se loger. Bonjour. Comment ça va, David ? Très bien, Sylvain, merci de m'accueillir. Alors David, pour cette première, coup d'œil sur les marchés immobiliers locaux, ceux qui stagnent et ceux qui ont le vent en poupe. Absolument. Alors pour cette première, on aborde effectivement le milieu du dernier trimestre 2018 et on peut constater que l'immobilier français reste dynamique. Après les records de 2017, cette année s'annonce dans la même lignée avec un nombre de transactions réalisées qui avoisinera très vraisemblablement les 950 000 unités. La demande reste soutenue pour l'achat de logements dans l'existant, notamment grâce à des conditions d'emprunt toujours favorables et des taux toujours exceptionnellement bas. On note une moyenne aujourd'hui à 1,43%, toute durée confondue. Alors on peut s'attendre à un ralentissement du marché immobilier en raison d'un stock qui baisse et du recentrage de certaines aides à l'achat, comme le PTZ. Des évolutions qui affectent directement les primo-accédants dans certaines zones géographiques, avec un effet couperet pour les ménages modestes qui sont plus finançables. Alors pour rappel, à l'échelle de la France, le montant d'un achat immobilier se situe aux environs de 210 000 euros, avec une durée de mise en vente de 90 jours en moyenne. Aujourd'hui, on a fait un petit calcul, en moyenne 89 mètres carrés, quand on achetait seulement 79 mètres carrés en 2011. C'est tout simplement une pièce supplémentaire. Sur toute la France, on constate une hausse globale des prix qui devrait se situer en 2018 autour de 2,5%. Toutes les régions sont touchées par la hausse des prix, à l'exception, par exemple, du centre Val-de-Loire ou des Hauts-de-France qui connaissent une légère baisse. Alors, si on s'intéresse à Paris maintenant et aux grandes villes, alors sans trop de surprise, le prix au mètre carré dans la capitale continue de grimper avec une hausse de 6% sur un an. Le record est établi à 9 700 € du mètre carré, avec bien sûr des disparités selon les arrondissements. Si on regarde maintenant les autres grandes villes, on est au-delà de 4 500 € du mètre carré pour Lyon, pour Bordeaux. On est à 3 300 € du mètre carré en moyenne à Nantes, à Strasbourg, à Lille ou à Rennes. On est autour de 3 000 € du mètre carré à Marseille, Toulouse, Montpellier. Et là, à moins de 2 000 € du mètre carré à Poitiers, Besançon, Brest ou encore Saint-Étienne. Par rapport à l'année dernière, les prix ont vraiment progressé. Alors c'est plus de 10% à Bordeaux ou à Rennes ou à Poitiers, c'est 9% de plus à Lyon, 6% à Lille et 5% à Nantes, pour ces quelques exemples. Enfin, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté du neuf. Donc il y a eu 2 années de progression régulière, on constate maintenant les premiers signes d'essoufflement. Cela se traduit par un ralentissement du nombre de mises en chantier, donc une baisse du nombre de permis de construire accordés. Et ça va effectivement engendrer une baisse vraisemblable des réservations aux particuliers sur l'année à hauteur de 120 000 unités sur l'année. Les raisons de ces ralentissements sont multiples. Alors il y a la hausse des prix qui n'est plus suffisamment compensée par les taux d'emprunt bas pour les ménages les plus modestes, ça c'est une réalité. Le recentrage géographique pour les avantages fiscaux et notamment le Pinel. Et enfin, des collectivités locales, ça c'est intéressant, qui sont plus frileuses à l'approche des municipales de 2020. Bref, un ralentissement qui malgré tout a relativisé car l'année 2017 avait été particulièrement exceptionnelle, mais on a une inquiétude qui plane aujourd'hui déjà pour 2019. Et pour autant, le besoin de logement est toujours très présent en France. En conclusion,
Le marché immobilier, il faut quand même le dire, se porte plutôt bien. Le dynamisme est soutenu par des conditions d'emprunt immobilier encore favorables et des prix qui progressent certes, mais qui progressent plus lentement. Et enfin, sans attendre la remontée des taux, le marché est donc encore idéal pour passer à l'acte. Voilà, le message est donné. On vous retrouve, mon cher David, le mois prochain. Merci à vous. À tout de suite. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. Et oui, merci en tout cas d'être toujours avec nous ici pour ce grand rendez-vous de l'immobilier. Ça vous concerne. Et oui, ça vous concerne puisque chaque mois, on va tâcher non seulement de décrypter l'actualité, mais de réunir des professionnels, des experts, parce qu'on en a bien besoin. Donc des avocats, des notaires, des professionnels de l'immobilier qui vont tâcher de nous donner les bons trucs, les bons tuyaux pour aider nos auditeurs, n'est-ce pas Guillaume ? Tout à fait, Sylvain. Manuel Raison est avec nous. Bonjour. Bonjour. Maître Manuel Raison, de Oui. Raison et Carnel. Vous êtes avocat, votre cabinet s'appelle Raison Carnel et vous êtes spécialisé dans le droit de l'immobilier. Est-ce que je peux dire qu'il a toujours raison ou pas ? Non, voilà, c'était trop... Je sais, c'était facile. Voilà. On a une autre personne sur le plateau, mon cher Guillaume, qui anime un magazine d'ailleurs chaque mois sur Radio Imo qui s'appelle Droit dans l'Imo. C'est le délégué général d'Orpi France, Stéphane Moquet. Eh bien, bonjour Sylvain, bonjour Guillaume. Enfin, nous accueillons Marie Chauplin-Texier, notaire au sein du groupe Chevreux. Elle décortiquera avec nous, Sylvain, les problématiques liées au patrimoine. Bonjour. Manuel Raison, j'ai une question qui nous a été donnée par Fabrice, qui est propriétaire à Paris. Il dit la chose suivante, il nous a écrit, il a dit « J'habite au rez-de-chaussée d'un immeuble, puis-je demander à la copropriété de diminuer ma participation, notamment aux charges d'ascenseur ?» Il ne comprend pas pourquoi il devrait payer des charges d'ascenseur alors qu'il habite au rez-de-chaussée, ce qui paraît être le bon sens. Mais il a bien raison, puisqu'en fait, en matière de copropriété, c'est le critère de l'utilité qui s'applique. À partir du moment où votre auditeur est en rez-de-chaussée, ce copropriétaire n'a pas à payer effectivement les charges d'entretien de l'ascenseur, puisqu'il est uniquement au rez-de-chaussée. Alors, à partir de ce moment-là, il faut bien vérifier qu'il s'agit uniquement du rez-de-chaussée, qui n'est pas propriétaire de l'eau, notamment dans les parkings ou dans les caves, qui serait desservi par l'ascenseur. Il n'a donc, à partir du moment où il n'a pas cette utilité et donc qu'il est uniquement propriétaire d'un lot en rez-de-chaussée, le critère de l'utilité s'applique, l'utilité objective, et donc il n'a pas à payer les charges. Alors la problématique, c'est lorsque le règlement de copro est différent et lorsque le règlement de copro prévoit qu'il devrait effectivement payer ces charges. Alors là, il y a deux possibilités. Soit en assemblée générale, on demande l'adaptation du règlement de copropriété pour faire supprimer tout simplement cette clause. Il s'agit d'une adaptation, donc pas d'une modification, ce qui veut dire que la majorité est une majorité simple de l'article 24 et donc aisément accessible. Et à partir de ce moment-là, cette clause sera effectivement supprimée et sera réputée non écrite. La problématique est lorsque l'Assemblée générale refuse évidemment de supprimer cette clause. Ça n'est pas au syndic de juger de la valeur de la clause, même si ça peut paraître évident. Il a l'obligation de continuer à l'appliquer jusqu'à ce que, effectivement, Fabrice introduise un recours aux fins de faire supprimer cette clause par un magistrat. Ça a l'air quand même un peu galère quand même. Hein. En général, maintenant, les règlements de copropriété sont quand même assez adaptés. D'accord. Bon, il faut souhaiter à Fabrice, effectivement, que cette clause ne soit pas adoptée, qu'il puisse, effectivement... j'espère, mon cher Fabrice, qu'on a répondu à votre question. Guillaume, nous écoutons maintenant un autre expert. Question de Mireille de Caen. Et c'est pour vous, Stéphane Moquet. Mireille veut vendre son logement. Elle nous écrit, elle veut vendre son logement, une ancienne bâtisse avec du charme, dans un quartier appelé la Grâce de Dieu. Alors, elle souhaite quand même le rafraîchir. Ça s'invente pas, hein, à la grâce de... Elle y habite depuis quelques années, elle souhaite le rafraîchir. Alors, elle nous demande dans quelle mesure réaliser de petits travaux au sein de mon logement peut-il m'aider à mieux vendre plus rapidement ? C'est sûr que c'est une question que se posent tous les vendeurs, c'est de savoir comment vendre au plus vite et au mieux. Après, ça dépend de la nature des travaux. Concrètement, je vais prendre plusieurs exemples. Vous avez des désagréments dans le logement, des robinets qui fuient, des prises qui sont dénudées. Il faut mieux, évidemment, faire ces petits travaux-là immédiatement parce que ça pourrait inciter l'acquéreur à penser que le bien n'a pas été entretenu régulièrement et proprement par l'acquéreur, par le vendeur. Et puis, après, il y a deux autres sujets. Le premier, ce sont de gros travaux qui peuvent être bloquants pour la vente. Une toiture, par exemple.
Et là, la difficulté souvent du vendeur, c'est qu'il n'a pas la liquidité pour faire ses travaux, tant qu'il n'a pas vendu d'ailleurs. Et c'est tout le travail de l'agent immobilier, c'est qu'il va estimer le bien en prenant en compte ces facteurs-là, en faisant faire des devis par des artisans. Et il va y avoir une décote sur le prix de vente qui va permettre à l'acquéreur de le réaliser. Et puis le troisième sujet, on confond souvent des travaux et de la déco. Et là-dessus, on a une position, c'est tout ce qui concerne la dépersonnalisation et le désengorgement des logements. Il peut y avoir énormément de meubles dans un logement. Il y a des acquéreurs qui n'arrivent pas à se projeter parce que le bien est très marqué en termes de personnalité, générationnelle ou par des gens qui ont des goûts un peu originaux ou qui sont très encombrés et qui n'arrivent pas, l'acquéreur, à se projeter sur la surface. Alors on ne conseille pas de faire du homestaging en changeant les meubles et en investissant. Très à la mode d'ailleurs. Et puis, oui. Non, on a vraiment des outils et on le finance, et l'agent immobilier le finance, ce sont du homestaging virtuel, c'est-à-dire qu'on a tout à fait la possibilité de rajeunir le logement, de le désencombrer. Homestaging, c'est quoi? C'est de la mise en scène? Alors c'est de la mise en scène, mais on le fait. Mais c'est pas de la fausse déco? Non, on le fait en 3D et on rend le logement, ce que j'appelle dépersonnalisé, c'est le plus neutre possible pour correspondre au goût, on va dire commun de la plus grande majorité des acquéreurs. Alors je disais c'est une mode, mais ça se fait vraiment. Alors c'est pas une mode, on le fait vraiment sur des biens qui sont très marqués en termes, j'allais dire, de style, et qui ne correspondent pas au goût aujourd'hui du jour, et l'acquéreur va avoir des fois du mal à se... C'est vrai que souvent on a un coup de cœur en fait, et c'est très irrationnel dans le mécanisme de vente, et en fait il faut toucher cet irrationnel en neutralisant finalement les effets de cette les effets approche. qui sont un peu des irritants à un moment donné, oui, et vous avez des gens qui ont des goûts qui sont les leurs et qui ne peuvent pas correspondre au plus grand nombre, donc on essaie de rendre le logement le plus neutre possible. Merci beaucoup Stéphane Moquet. Alors une question qui est posée à un notaire. On dit une notaire ? Une notaire. Voilà, une notaire. Donc à vous, Marie Choplin-Texier, du groupe Chevreux. Une question qui a été posée par René de Marseille. Voilà, il vous pose cette question. Comment mettre à l'abri... Alors ça, c'est vraiment une question importante, puisque statistiquement, étant un pays vieillissant, ces questions se posent de plus en plus. Exactement. Il demande la chose suivante. Comment mettre à l'abri son patrimoine immobilier en vue de ses vieux jours? Et peut-il en confier la gestion future à l'un de ses enfants? Parce qu'en fait, dans son environnement, il a connu un ami à lui qui a été placé d'office sous tutelle. Et cette tutelle a échappé à ses enfants. Il ne veut pas prendre ce risque-là. C'est la raison pour laquelle il pose cette question. Voilà. Bien, écoutez, René pourra tout à fait organiser l'avenir et prévoir ce qu'il appelle un mandat de protection future qui lui permettra de faire le choix du mandataire qu'il désignera pour gérer ses biens. Le mandat, c'est quoi? Ce mandat, c'est un contrat qui sera donc signé par René et par un ou plusieurs de ses enfants s'il le souhaite, et qui lui permettra donc de prévoir une protection adaptée et sur mesure pour gérer à la fois sa personne, donc c'est-à-dire son dernier lieu de vie par exemple, les derniers soins médicaux qui devront être pratiqués ou pas, et son patrimoine, donc l'ensemble de ses biens immobiliers, ses comptes bancaires. Là, on vise vraiment le patrimoine de façon générale. Ça permet effectivement d'éviter l'ingérence du juge, ou en tout cas de limiter considérablement l'intervention du juge via la signature de ce mandat. Donc deux possibilités pour René, soit ce mandat est signé par ce qui s'appelle un acte sous seing privé, donc il n'y a pas d'intervention là du notaire lorsque cet acte est régularisé, soit René prend contact avec son notaire, c'est alors un mandat de protection future notarié qui est régularisé, et il a deux avantages à cela, le conseil avisé de son notaire bien évidemment, et puis les pouvoirs qui vont être plus étendus puisque la loi a prévu que lors d'un mandat notarié, les pouvoirs donnés au mandataire peuvent être les plus larges possibles. Donc c'est là tout l'avantage. La mise en place de ce mandat, eh bien peut-être que René décédera sans que ce mandat ne soit mis en place, si René conserve toute sa capacité jusqu'à son dernier jour, c'est ce que l'on lui souhaite. Soit ce mandat prendra effet, et alors l'un de ses enfants saisira le tribunal d'instance qui dispose d'une liste de médecins experts. Un certificat médical sera établi par un médecin expert qui attestera donc de l'incapacité de René, et donc le mandat prendra effet à ce moment-là, et puis les enfants de René seront amenés à gérer et dans tous les cas, il vaut mieux de toute façon passer par un professionnel, c'est toujours mieux, aguerri, bien évidemment, et même dans tous les cas, si effectivement on évite la dépendance, de toute façon le faire en amont, c'est plutôt bien. C'est toujours bien. C'est comme de faire un testament et par exemple devant notaire, bien évidemment, et d'organiser les problématiques. Dieu sait qu'effectivement ce phénomène va toucher de plus en plus notre société. Merci Marie Choplin-Texier d'avoir répondu à cette question.
Allez, on refait un tour avec vous, Manuel Raison, et cette fois c'est une question colocation. Colocation qui nous est posée de Jonas. Alors Jonas, il vient de quitter sa coloc et il nous demande tout simplement s'il est redevable des loyers de son ex-colocataire en cas d'impayé. Alors ça, c'est une question aussi, pour le coup, très d'actualité avec ce qui est en train de se faire. Effectivement, avec un contentieux qui est assez nourri. La problématique donc, de Jonas, c'est qu'il est parti de sa colocation et visiblement, ses anciens colocataires cessent de payer leur loyer. Il est peut-être, Jonas, plus solvable que les autres. En tout cas, il a effectivement une responsabilité même après son départ. Alors, on a une législation très précise qui date du 24 mars 2014, qui est la loi qui, justement, précise ces rapports. En effet, vu le nombre de dossiers, le législateur s'est positionné pour nous donner une règle très claire maintenant. C'est pour, effectivement, les baux qui ont été signés après le 27 mars, date de publication de la loi du 24, donc on va dire à partir d'avril 2014, vous avez effectivement la solidarité qui ne s'éteint qu'après l'expiration d'un délai de 6 mois après la date d'effet du congé. C'est-à-dire qu'en fait, Jonas doit donner un congé, premièrement, effectivement, et deuxième chose ensuite, il va effectivement être redevable pendant les 6 mois suivant son congé pour les éventuels impayés des autres colocataires. Il part au 1er janvier, ouais. Sa responsabilité est complètement dégagée à partir du 30 juin. À partir, plus le délai du congé, donc on va dire plutôt à partir du 30 juillet. Donc on est sur 6-7 mois effectivement avant de se dégager, etc. Alors une spécificité... important à savoir. Hein. Bien sûr. Et c'est pour les nouveaux baux. Voilà, une spécificité justement, c'est que ce sont effectivement pour les baux qui ont été, encore une fois, rédigés à compter d'avril 2014. Sinon, il est solidaire jusqu'à la fin du bail en cours. D'accord, c'est très clair. Merci beaucoup. Juste une dernière précision, parce que ça va le concerner, je pense aussi. On peut le voir d'expérience, c'est la question de son dépôt de garantie, puisque Jonas, quand il est rentré, a versé peut-être s'ils sont droit à un tiers du dépôt de garantie, il va vouloir le réclamer en restitution. Il n'y aura pas droit avant la fin du bail. C'est-à-dire qu'une fois que c'est uniquement lorsque les trois... En l'hypothèse, ils sont 3, les 3 colocataires. Donc s'il reste 2 ans de plus, il ne touche pas son dépôt de garantie avant la fin du bail. Effectivement, je ne suis pas sûr qu'il le savait forcément quand bien informé, en tout quand il a signé le bail. Il était tellement content de trouver une coloc qu'il n'a pas réfléchi forcément. Parce que ça aussi, c'est une réalité. C'est tellement difficile de se loger qu'on ne réfléchit pas à cette question. Merci beaucoup, maître Manuel Raison. Une question pour vous, Stéphane Moquet. Voilà, une question importante. Elle a été posée par Justine, qui habite en banlieue parisienne. Elle nous écrit. Elle nous dit la chose suivante, très simplement. Alors là, c'est très récurrent. Elle va mettre son bien en vente. Sa question, elle dit que c'est pas si simple. Comment je vais m'assurer de vendre mon logement au juste prix? C'est ce qu'elle demande, effectivement. Parce qu'on lui a proposé des prix très différents. Elle ne sait pas vraiment où elle en est. Et elle aimerait bien savoir comment on fait pour trouver un bon prix et le prix de son bien. Voilà. C'est évidemment le point majeur quand on vend un bien, c'est l'estimation et le délai. C'est les deux sujets. Chez Orpi, on a développé depuis de nombreuses années un outil comparatif de marché, parce que chaque bien a une valeur propre. Vous pouvez avoir dans le même immeuble 2 logements d'une superficie identique qui ne seront pas vendus au même prix. Plein de raisons, d'exposition, d'état du logement. Et donc, on a agrégé un certain nombre de données, puisqu'on a logé 4 millions de Français depuis 50 ans. Donc, on a fait tout ce travail-là parce qu'on va co-construire et on va expliquer au vendeur quelle est la valeur de son bien, en expliquant avec des critères comparatifs pourquoi il y a des surcotes ou des décotes sur certains critères qui va amener à trouver le juste prix. Et après, il y a des notions aussi de délai. Donc, toutes ces données-là, on les possède dans cet outil qu'on appelle l'ECM et qui va permettre de comprendre qu'il y a des biens similaires qui ont été vendus, plus ou moins vite, à des prix différents. Et on va ajuster le prix comme ça avec le vendeur. Et puis, on va quand même juste dire une chose, c'est que le juste prix, c'est juste quand un vendeur et un acquéreur se sont mis d'accord. C'est la règle du commerce, mais ça marche aussi pour l'immobilier. Et donc, il y a toujours ce sentiment quand on vient de faire une vente. L'acheteur se dit toujours, j'aurais peut-être dû acheter un peu moins cher. Le vendeur se dit toujours, j'aurais dû finalement vendre un peu plus cher. Moi, je dis toujours, quand les deux parties se sont mis d'accord, c'est ça le juste prix. Alors évidemment, on fait plusieurs estimations, on va sur Internet aussi. Oui, après, nous, on a tous ces outils, puisqu'on agrège, je vous dis, des millions de données, qui permet effectivement d'affiner parfaitement quelle est la valeur du marché. Alors, il y a la valeur du marché, mais ça ne veut rien dire, le marché, c'est vaste. C'est véritablement la typologie de biens dans un secteur donné, par rapport à un style.
je vous parle de décote et de surcote, parce que voilà, l'état du logement, je vous dis son exposition, tous ces éléments-là sont pris en compte. Et on a un document de 27 pages qui permet d'expliquer au vendeur quel est le prix et pourquoi on l'a construit. 27 pages, ouais. Ah oui. Et il lise les 27 pages On lui présente. D'accord. On lui présente. Et très souvent, d'ailleurs, ça lui permet lui-même, à un moment donné, de s'être fait son propre prix autour du parcours. Mais c'est vrai qu'il y a une règle de bon sens dans ce que vous dites. Finalement, le produit ne vaut qu'à partir du moment où il y a un acheteur. Donc, oui. Ça a l'air très basique, mais c'est aussi un peu ça. Vous savez, il y a toujours une valeur affective. Oui. Vous avez toujours quelqu'un qui vous dit, écoutez, moi, le voisin, il a le même appartement. Qui pense que c'est la 8e merveille du monde. Mais comme j'ai fait beaucoup de travaux, vous comprenez, ça vaut 50 000 € de plus. Bon, sauf que les travaux, c'est les siens. Ça va peut-être pas toujours donner une valeur supplémentaire. Et donc voilà, il faut arriver à sortir de ces éléments affectifs pour être sur des éléments qui sont tangibles et démontrés par les statistiques. Merci beaucoup Stéphane Mequet d'avoir répondu à cette question extrêmement intéressante. Guillaume, on a eu une autre question, il me semble. Une autre et une dernière question pour vous, Marie Choplin-Texier. Alors, Michel va hériter d'une maison familiale, a priori de ses parents. Que doit-il savoir, nous demande-t-il, pour mener à bien ma déclaration de succession ? Alors, lorsque Michel héritera, la déclaration de succession devra être établie par son notaire, qui l'aura saisi au préalable. C'est un bilan du patrimoine qui sera là encore effectué. La déclaration de succession, c'est quoi ? C'est la photographie du patrimoine du défunt au jour de son décès. S'agissant précisément du bien immobilier, ce que l'on demandera à Michel, c'est d'avoir un avis sur la valeur de ce bien. Cet avis peut émaner d'avis de valeur établis par des agences immobilières ou des experts. Une expertise. Une expertise, voilà. Et donc ce bien sera porté dans la déclaration de succession qui sera établie. Cette déclaration, elle doit être ensuite déposée au service des impôts qui est compétent, qui dépend du dernier lieu de résidence du défunt. Et on va calculer dans cette déclaration de succession à la fois les droits de chaque ayant droit, donc c'est la partie civile, on détermine les droits de chacun, pour arriver à une masse taxable. Chaque ayant droit réglera ensuite des droits de mutation sur la masse de biens qu'il recevra. Qui s'élève à... Alors tout dépend du lien de parenté. Le conjoint et le pacsé sont totalement exonérés au jour d'aujourd'hui de droits de succession. On parle de droits de succession. Sur la résidence principale. Surtout, sur l'ensemble. Ah, sur l'ensemble. Aujourd'hui, un conjoint ou un pacsé qui hérite de l'autre ne paie aucun droit de succession. Quel que soit le montant de la succession. Voilà, il est totalement exonéré. Donc la succession fait 5 millions d'euros, zéro impôt. Le conjoint est totalement exonéré. Ceux qui vont régler des droits sont donc les enfants, les frères et sœurs, les neveux-nièces. Voilà, donc en tant qu'enfant, il aura un abattement fiscal de 100 000 €. D'accord. Et ensuite, c'est un barème progressif qui s'applique, donc 5, 10, 15, 20, voire plus, % en fonction du montant taxable. Tout en sachant que là, petite précision importante, toute donation que Michel aurait pu recevoir durant les 15 dernières années, donc dans les 15 ans précédant le décès, vont devoir être prises en compte dans ce calcul de droit. On appelle ça un rapport à succession. Alors, on appelle ça un rappel fiscal. Ah d'accord, c'est pas un rappel. Le rapport, c'est encore autre chose. Ah oui, c'est encore autre chose. Je me souvenais vaguement de mes études de droit. Donc, ce rappel fiscal est très important. Et en fait, voilà, si l'abattement de 100 000 € a déjà été utilisé dans les 15 ans précédentes, Michel ne pourra plus en bénéficier. Remarquez, moi, personne jamais me rappelle. Par contre, le fisc, eux, ils m'oublient pas. C'est les seuls à me rappeler. Un dernier et point, demander de mes nouvelles. Un dernier point, je ne sais pas si c'est son cas, mais s'il veut revendre ce logement, il a un délai ? Non, aucun délai. Non, il en est propriétaire. Alors, s'il est seul et unique héritier, il en est propriétaire à compter du jour du décès. Et ensuite, il le vend ou il le conserve. Là, c'est vraiment son choix. Merci beaucoup, Marie Choplin-Texier, d'avoir participé donc à cette émission. C'est votre première d'ailleurs. C'est la première. C'est très symbolique puisque c'est notre première du grand rendez-vous de l'immobilier. On espère vous retrouver régulièrement sur l'antenne de Radio Imo avec le partenariat qu'on a mis en place avec le magazine économique Capital, qui est la référence du magazine économique, comme tout le monde le sait. Maître Manuel Raison, merci beaucoup d'avoir participé aussi à Ça vous concerne. Et on vous retrouve d'ailleurs dans Allo Radio Imo pour le Mac de l'Imo chaque vendredi, je le rappelle. Je rappelle que vous êtes à la tête d'une société d'avocats avec votre confrère Steven Carnel, la SCP Raison Carnel, on dit bien Raison Carnel. Bon, les raisons d'aller chercher un avocat, elles sont multiples, n'est-ce pas ? Stéphane, j'ai pas pu m'empêcher. Stéphane Mequet, qui dirige aujourd'hui le premier réseau effectivement de transactions, mais aussi en gestion et en administration de biens, c'est Orpi France. Et commerce et entreprise. Orpi et commerce et entreprise. Et je rappelle aussi, parce que comme ça je le place,
que vous êtes le premier réseau à avoir élu à la tête de ce réseau la première femme du réseau. Et en l'occurrence, c'est Christine Fumagalli qu'on espère d'ailleurs avoir sur notre antenne, n'est-ce pas Guillaume ? Le grand rendez-vous de l'immobilier, Guillaume Chazouillère, Sylvain Lévy-Valency. Et bien voilà, c'est fini pour ce premier numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. On va vous donner rendez-vous le mois prochain. On passe chaque mois le 3e vendredi du mois à 18h05. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur les podcasts. On vous en parlera tout à l'heure. Mais on a instauré, n'est-ce pas Guillaume, une tradition pour ce grand rendez-vous de l'immobilier. On va poser la question à Jean-Marc Torolion, notre invité, avant de lui dire au revoir. On va lui demander lui aussi une petite minute pour nous dire un petit peu quel était le ressenti de ce premier rendez-vous de l'immobilier, qui, je le rappelle, est à destination des particuliers, du grand public, pour les aider à y voir plus clair dans l'immobilier. J'ai un ressenti naturellement extrêmement favorable. Moi, ce que j'espère que nos auditeurs ont compris, c'est que un choc d'offre, c'est pas pour tout de suite. Que le parc privé locatif et que le parc privé d'une façon générale est vraiment le pivot sur lequel il faut se concentrer. C'est sur lequel aussi peuvent s'exprimer certains excès qu'il faut corriger. Et ce que je veux dire aussi, c'est que les professionnels de l'immobilier sont des filtres utiles, des acteurs importants et sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour que demain, qu'ils soient propriétaires, locataires, mais également copropriétaires, leur bâti soit préservé et que leur cadre de vie soit, le plus agréable possible dans le respect des règles. Merci beaucoup, Jean-Marc Torolion. On était très honorés, ravis que vous ayez accepté de participer à cette première. Merci à vous. N'est-ce pas, Guillaume ? Alors, vous allez nous retrouver, bien sûr, le mois prochain. Et entre-temps, si vous n'avez pas écouté cette émission qui passe le 3e vendredi du mois à 18h05, on peut la retrouver, n'est-ce pas, en podcast sur le magazine. Alors oui, vous pourrez nous retrouver en podcast sur les pages Facebook de Capital et les pages Facebook de Radio Imo, ainsi que sur le club des proprios, Jean-Marc Torolion, un groupe Facebook géré par Capital. On peut aussi bien sûr retrouver dans les onglets du site capital.fr, mais c'est aussi le site de Radio Imo, sur les applications natives de Radio Imo, mais aussi sur Deezer, sur Spotify, sur PodCloud, sur iTunes, parce qu'on est un peu partout. Voilà, c'est pas je suis partout, c'est Radio Imo est partout. Voilà, c'est un peu le jeu de mots. On était ravis, chers amis, de vous voir et bien sûr d'avoir pu répondre à un certain nombre de vos questions. On compte sur vous. Vous pouvez nous écrire, nous poser toutes les questions. On sera ravis avec Guillaume de vous répondre le mois prochain. Vous étiez formidable, Guillaume. Bon, pour une première. Voilà, merci à toutes et à tous. On se retrouve le mois prochain. Le grand rendez-vous de l'immobilier, en partenariat avec Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien, et bienici.com, le site immobilier nouvelle génération, à retrouver sur radio-imo.fr et capital.fr.